Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Maxime, bienvenue chez moi. Bonjour Guillaume. Tu as 43 ans, tu vis dans l'ouest de la France, à la campagne, tu es marié et tu t'occupes de ta belle-mère à temps plein. Pendant presque 18 ans, tu tiens bon dans un rôle de bonne épouse, version traditionnelle. Un couple très genré qui collait bien à ton éducation très catho, avec ses 2 petits orgasmes seulement en 18 ans de sexe. Mais tu fais tout exploser à l'été 2023. Tu vas nous raconter ton parcours, cette reconquête de ta sexualité, de tes fantasmes, et peut-être 1 ou 2 détails croustillants sur ta première soirée fétiche hier soir. C'est d'ailleurs pour ça que tu es à Paris. Tout à fait. Et j'ai envie de te proposer, pour commencer, de tirer une première question au hasard de la magie de ton choix d'un chiffre entre 2 et 110. Eh bien, 69. Petite. Souvent tiré, là. Non, 69 parce que tu l'apprécies particulièrement. Non, parce que j'en ai fait un hier soir. Ah ouais. Voilà. Alors, au numéro 69, j'ai 2 questions. Une moins osée, une plus osée. Tu vas pouvoir choisir à quoi tu veux répondre. La moins osée, c'est: as-tu déjà eu envie de témoigner sur le podcast et pourquoi? Donc en gros, c'est pourquoi tu es venu témoigner. Et la deuxième, c'est pénis, 2 points, essentiel ou secondaire pour toi? Oui, j'ai déjà eu envie de témoigner sur le podcast. Tu sais, c'est les questions qu'on utilise pour les rencontres entre auditeurs. Ouais. Oui, non, alors pourquoi t'as eu envie de témoigner sur le podcast, mais je sais pas si tu te rappelles, quand je t'ai envoyé un message, c'était un peu ambigu. Je me suis dit, bah, si tu penses que c'est pour un date, hop, ça fait une petite porte de sortie, et puis hop, ce sera pas pour un podcast. Et c'est toi qui m'as demandé de préciser quelle était ma demande, donc j'étais au pied du mur, et oui, j'avais envie de témoigner sur le podcast. Et pourquoi? Parce que non pas que mon témoignage doit être plus intéressant qu'un autre, mais je pense que ça donne une matérialité à ce que moi j'ai pu vivre, et dans ma démarche personnelle, je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Mm-hmm. Et si ça fait du bien à des gens qui vont entendre ce que j'ai à dire, bah tant mieux. Mm-hmm. Pénis, essentiel ou secondaire? C'est très important. Mais en tant qu'homme gay, j'aurais moins de difficultés à coucher avec un homme trans qui n'a pas de pénis qu'avec une femme trans qui a un pénis. Donc en fait, c'est important, mais c'est pas non plus essentiel. Je suis attiré par un mec, après... le détail technique, ça reste un détail. C'est important chez l'autre, j'allais dire, dans ton rapport à l'intime, au sexuel, t'as envie que le pénis de l'autre soit dans votre sexualité, j'ai bien compris? Oui. Et tu fais quoi avec le pénis de l'autre? Oh bah plein de choses. Le truc qui en ce moment te t'émoustille le plus? Ah bah j'adore sucer. Ouais. Vraiment. Plus que de manger une glace l'été au soleil. Attends. Attention à ce que tu dis. Veux-tu reprendre un instant et vraiment choisir? Là, tu es en train de mettre la fellation au-dessus de la glace de l'été. Ah oui, il y a vraiment une hiérarchie des normes. On y va, ok. Ouais. Tout goût confondu. Tout goût confondu. Ok. Et parce que c'est très nouveau pour moi. Je prends la PrEP depuis 2 ans, donc mes premières bites, j'avais 40 ans. Sans avoir peur de mourir du sida, parce que j'ai été élevé dans ce... ça arrangeait bien d'ailleurs mes parents et d'ailleurs la société. Si t'es pédé, tu vas mourir, donc voilà, j'ai été élevé dans l'angoisse mortelle de me dire la sexualité, ça peut tuer. Ok. Et donc, tu as dit ma première bite, c'était il y a quelques années, mais t'es marié depuis longtemps. Enfin, en fait, oui, je suis marié depuis longtemps. Donc, bien sûr, j'avais déjà sucé un pénis et un très beau pénis. Enfin, c'est pas, oui, mais je veux dire, ce que j'appelle le faire du cul un peu transgressif, c'est-à-dire sucer une bite d'un inconnu. Juste pour le plaisir de sucer la bite d'un inconnu. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire normalement quand on a 18 ans et qu'on est dans une espèce d'inflammation hormonale et que c'est à l'âge où on se frotte, en fait, l'adolescence. Ah. Et à l'âge où mes copains et mes copines se frottaient, moi, j'avais peur de mourir du sida. Ouais. Plus une morale catholique qui était... puis j'étais très pratiquant. Enfin, j'étais dans une espèce de
enfin, on pourra revenir après sur la genèse de tout ça, l'éducation que j'ai reçue. J'ai été exorcisé par un prêtre. J'ai failli être dans thérapie de conversion. On parle de Riomont en ce moment, je pourrais en parler. Enfin, Non, je vois pas à quoi tu fais référence. Bah, il y a l'affaire Betaram. Ouais, avec en les France. abus sexuels, mais il y a aussi l'affaire Riomont qui est en train de sortir. Enfin, pour moi, elle est pas en train de sortir. Ça a toujours été problématique. Ouais. Et on est en train d'en parler. Tu veux faire un récap? On est écouté de partout dans le monde. Tu veux faire un récap très rapidement? Alors Riomont, c'est dans le nord de la France. Donc au départ, il y a un reportage très bien sur Arte en ce moment qui parle de cette boîte catholique. C'était au départ un foyer tenu par des prêtres, bien sûr. Les enfants de l'assistance y étaient placés par les juges. Et quand c'est devenu trop problématique et trop connu, les juges ont arrêté de mettre les enfants là, mais pour continuer le business, les prêtres en ont fait un collège en fait, et puis ils ont aussi fait un lieu pour les rassemblements scouts. Moi j'étais Dieu merci que scout de France, donc c'est les moins intégristes des scouts, ce qui n'empêche que on faisait des week-ends à Riomont, et dans la troupe de scouts, il y avait, je m'excuse le terme est très violent, il y avait une pédale et un nègre, et donc la pédale c'était moi, le nègre c'était mon compagnon d'infortune, et nous étions ce qu'on appelle les culs de patte. Donc outre le fait qu'on était insultés, tabassés, qu'on servait à porter la tente et le matériel, on servait d'exutoire à tous ces jeunes, et le personnel d'encadrement trouvait rien à redire à la situation. Donc Riomont, c'est un peu ça. Ouais. Tu fais un lien, toi, avec ce mariage. Tu te maries et tu m'as tout de suite fait penser à ce mouvement aux États-Unis, le trad wife. Oui. Ça te dit quelque chose? Traditional wife, Oui. donc la femme traditionnelle. C'est ce mouvement américain, je crois, à la base, mais je suis sûr qu'il y a des ressortissants français et mondiaux qui a envie que la femme revienne dans un rôle traditionnel de plus femme soumise à son mari, la parfaite épouse, la parfaite femme, la parfaite maîtresse, la parfaite ménagère, la parfaite boniche, quoi. Ouais. Qui vote comme son mari, qui dit comme son mari. Et moi, je me suis Ça te mis dans parle ? Oui, complètement. Et je dirais que tout à l'heure, j'y réfléchissais en marchant, parce que je veux pas accabler la personne que j'ai choisie pour compagnon de vie. Parce que bien sûr qu'il a des responsabilités dans ce système qui s'est mis en place. J'ai aussi mes responsabilités. Mais en fait, globalement, la société est coupable, parce que l'éducation, ça commence à l'école. En fait, c'est pas que la faute des parents ou des conjoints, c'est aussi toute la société qui est coupable de laisser faire. Et finalement, les idées de très conservatrices ont plus pignon sur rue que. D'ailleurs, on peut avoir plus facilement des propos nazis sur les réseaux sociaux que des propos où on emploie des mots comme vagin, testicule. C'est incroyable. Tu veux dire le narratif dans lequel tu baignes, tu grandis, et ton éducation te pousse à cette relation très spécifique, c'est ça? Comment dire, je considère que la société est responsable de ce que enfin, on a l'impression de faire des choix, et en réalité, moi, j'ai pas forcément fait un choix. Si j'avais été éduqué différemment, peut-être que j'aurais aimé le même homme, mais que j'aurais eu des exigences beaucoup plus élevées dès le départ. Tu peux m'amener dans votre quotidien, avant que tu secoues tout ça en 2023, tu peux me raconter un peu l'avant. C'est quoi en fait ce couple? Alors c'est un garçon charmant que j'ai rencontré sur un lieu de drague, parce qu'à l'époque, ça fait presque 20 ans, les lieux de drague existaient encore en province, et j'adorais fréquenter ces endroits qui étaient des espèces d'agora où on pouvait se rencontrer, on discutait sur des parkings, enfin il y avait les putes, enfin c'était vraiment fantastique comme endroit. Mm-hmm. J'adorais ça, et je rencontre donc ce charmant monsieur qui a quelques années de plus que moi. On avait 2 voitures pourries, enfin bref. Tu le suces? Pas le premier jour. C'est quoi votre première rencontre? Non, parce qu'à l'époque, non, bien sûr que non, je le suçais pas, parce que jamais j'aurais sucé un pénis sans préservatif, sans rien, sans. Je faisais pas assez tout ça. Non. T'avais peur comme j'avais 24 ans, hein, donc non. Tu disais ça au début de l'épisode. Oui, non, j'avais pas une sexualité très épanouie. C'est quoi votre première rencontre sexuelle sur le cruising alors? C'était un lieu extérieur, donc après on est allé chez lui, après on est allé chez moi, parce qu'on habitait tous les deux en centre-ville. C'était pas hyper fluide. Mais je le trouvais très beau, très intelligent, très cultivé. Et vous vous touchez? Vous avez un rapport intime? Oui, mais c'était pas. Je crois que je l'ai pris. Dans mon souvenir, j'ai dû le prendre avec un préservatif, mais c'était pas ouf. Mais à l'époque, je n'avais aucun plan cul qui était vraiment très ouf, parce que moi-même, j'étais pas dans des dispositions. J'étais pas à l'aise. Déjà, je commence à m'aimer, mais c'est 43 ans de travail. Je me trouvais très moche.
j'ai un rapport à mon corps et à ce que je suis. Je trouve compliqué qu'on puisse me trouver séduisant, beau et attirant. Et si vraiment quelqu'un me trouve trop attirant, ça m'agresse. Parce que il y a une espèce de truc qui se fait dans mon cerveau. Alors je me mets dans l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'avais 20 ans. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu moins ça. Un peu moins. Mais donc j'avais pas des plans cul de ouf à l'époque. Et après cette première rencontre, vous devenez assez rapidement un couple ou ça met du temps? Non, on est devenus amants, mais c'était très très figé, très rigide. Monsieur avait déjà une vie marié par ailleurs, enfin il avait une vie conjugale par ailleurs. Avec une femme? Donc oui, donc moi j'avais un peu les 5 à 7 et ces 5 à 7 j'étais vraiment la maîtresse en fait et ça m'agaçait ce système-là de devoir automatiquement être disponible mais de ne jamais pouvoir l'appeler et donc à un moment donné je me suis rendu indisponible. Donc ça a été une première dispute et j'ai dit écoute je fais ce que je veux en fait. Si je suis pas dispo, c'est pas grave. Donc voilà, fin de l'histoire à ce moment-là. Et puis on s'est retrouvés par hasard un an après. Et il avait Où ça? ensemble dans la rue. Donc je l'embrasse. Et puis il était gêné que je lui fasse la bise parce que c'était une façon pour lui d'embrasser un garçon dans la rue, c'était s'outer. Ben j'embrasse mes amis, enfin même mes amis hétéros. J'ai pas de problème avec ça. On se roule pas des pelles non plus. Et puis il me dit que quand même il a quitté sa femme, non pas à cause pas pour moi, mais à cause des discussions qu'on avait pu avoir sur le sens de la vie. Donc j'étais très très touché d'avoir eu un tel impact. Et donc on a commencé à se côtoyer, puis assez vite on s'est mis ensemble, très vite. En quoi c'était une relation teintée de traditionnel? En quoi c'était un peu Alors je sais pas trop ce que ça veut dire Ce qui était traditionnel pour moi, c'est que je viens d'un milieu ultra violent. Alors je viens d'une famille d'aristocrates plutôt province, très conservatrice, pas du tout éduquée, mais pas éduquée. Enfin, je sais pas comment expliquer. Des gens très bornés. éduqués, ça veut dire ils ont des diplômes, mais très bornés. Mon père a dirigé une très très grande entreprise. Ma mère a un diplôme universitaire, mais très conservateur, très très vieille France en fait, sous des airs un peu modernes, des airs en fait un fond raciste. Et homophobe et je me rappelle pas qu'il se soit passé une semaine à la maison sans que j'ai entendu un commentaire raciste ou homophobe ou classiste en fait. Et c'était il y a que moi ça a été très déstabilisant pour moi. Je me sentais pas du tout en sécurité parce que je savais bien qu'il y avait un problème. Mon premier amoureux, j'avais 3 ans, on pourrait en parler, il s'appelait Eric, je le recroiserais dans la rue, je le reconnaîtrais probablement. Et j'ai eu la bêtise de le dire à mes parents, donc ça les énervait d'autant plus. Et donc traditionnel pour moi, ça veut dire que je me suis installé dans un ménage où mon mari criait tout le temps. C'est quelqu'un de très nerveux qui hurle. Mais comme je viens d'une maison dans laquelle ma mère hurlait tout le temps, je me suis toujours dit ça va s'arranger, ça va changer, j'ai le contrôle de ma vie. Et en fait, chaque année, on s'en met 1 kilo de plus sur le dos, puis au bout de 20 ans, 20 kilos pour se relever, c'est un peu difficile. Donc burn-out. Donc heureusement, les copains, les copines, enfin les amis proches sont là pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Le burn-out, tu le comprends parce que ton mari est violent verbalement. Il y a pas que ça, il y a aussi que je m'occupe d'une personne qui est ultra dépendante et que ça fait 15 ans que je n'ai pas de vacances, pas de week-end, que c'est 7 jours sur 7, que j'ai eu 10 ans sans vie sociale à la campagne, parce que quand on s'occupe de quelqu'un avec des horaires et qu'on a 20 km de la première ville... C'est donc ta belle-mère? Oui. C'est la mère de ton mari? C'est ça. Et je pense que c'est dans le couple qui t'étouffe pour comprendre l'avant-explosion, t'es d'accord que c'est un élément assez important? Oui. Donc tu vis avec ta belle-mère et ton mari, et ton métier, tu es rémunéré en tant qu'aidant ou pas? Oui, mais pas énormément. Okay. C'est pas une carrière. On peut pas s'enrichir. Mais en fait, au-delà de l'argent, la personne dont je m'occupe, c'est quelqu'un avec qui j'ai la chance. Ça m'apporte humainement énormément. Donc, en fait, la difficulté, c'est pas que je m'occupe de quelqu'un. C'est même je dirais que quand c'est vraiment très dur, je suis aussi conscient que ça m'apporte. C'est une femme que j'aime beaucoup, avec moi, elle a une relation très très agréable. Enfin, humainement, j'apprends beaucoup. Et puis, d'être le récipiendaire d'une telle confiance, parce que vraiment, c'est quelqu'un de malade, âgé, dépendant. Enfin, je prends parfois des décisions pour elle. Enfin, ça me. Il n'y a pas de limite. C'est ça. Ça me bouleverse parce que ça me donne de la valeur. Et j'ai la valeur pour elle. Ce qui est difficile, c'est que, et j'estime que c'est pas à elle de prendre soin de moi. Donc, elle est pas responsable de la situation dans laquelle je me suis mis. Même si depuis 1 an, j'avais prévenu à la maison,
mon conjoint et ma belle-mère que j'ai été à la limite de me faire hospitaliser, que j'avais failli l'être pour de fatigue. Et ton mari a répondu quoi? Qu'il comprenait, mais en fait rien n'a changé, ça s'est même plutôt aggravé. Donc qu'est-ce qui s'est aggravé? C'est qu'en fait au lieu de hurler toutes les semaines, ça a hurlé quasiment tous les jours pour rien. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées, parce que pour rien. Enfin, pour moi, c'est des choses qui sont pas. Si j'avais voulu me mettre avec un mec de gauche militant, si ça avait été important pour moi, je l'aurais fait. Donc moi, j'ai pas de problème avec ce que mon mari soit dans des idées différentes des miennes, tant que les miennes peuvent exister en fait. Ouais. Sauf que quand je me suis rendu compte que j'avais pas de place pour donner alors que la maison dans laquelle on vit, c'est la mienne. Enfin, je veux dire, j'en suis copropriétaire, je suis chez moi. Et en fait, je me rends compte que c'est une maison dans laquelle mes valeurs n'ont pas vraiment de place. C'est ça que tu voulais me dire quand, dans notre pré-entretien, tu parlais d'une forme de soumission. Oui. Sur l'aspect du couple tradit, c'est un peu la femme au foyer soumise. Et c'est comme ça que moi j'avais compris. Ce que je ressens, moi, c'est que mon mari dirait peut-être autre chose, hein, mais c'est que il y a pas de place pour mon schéma de pensée. Alors que je suis pas quelqu'un de prosélyte, j'accepte la contradiction. Je veux simplement qu'on ne minore pas qu'on invisibilise pas ce que je suis, ce que je représente et mon parcours. Et ça, à la maison, c'était pas possible. Et en fait, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai rencontré des musiciens, donc je prends des cours de musique, je fais plein de choses, et d'avoir une vie sociale et d'avoir des gens autour de moi, ça renvoie aussi. C'est des amis qui ont vu qu'il y avait un problème à la maison, qui m'ont permis de me dire mais là tu ne peux pas rester dans ces conditions-là, tu ne vas pas t'en sortir. Mais justement, à ton avis, pourquoi tu es resté 18 ans? Peut-être en tout Par cas culpabilité vis-à-vis de, je pouvais pas abandonner la personne dont je m'occupe. Donc c'est une culpabilité parce que je m'occupe de ma belle-mère, donc qui ne dépend que de moi. Donc si je pars, en fait je suis parti, puis ça s'est bien passé. Mon mari a pris son rôle de fils. Mais pendant 18 ans... Donc il y a ton rôle d'aidant. Et pourquoi, à ton avis, tu as accepté la violence? Parce que j'ai vécu dedans tout le temps. Et que en fait ma limite, elle est... En fait je suis capable... Alors je le suis plus maintenant, j'ai plus aucune résistance à ça. Je fuis le conflit, ce qui est pas non plus une bonne chose. Parfois, il faut savoir résoudre les conflits. Mais là, je suis au stade pour l'instant, quand il y a un conflit, je me barre. J'apprendrai à les résoudre l'année prochaine. Concrètement, quand on est habitué à se faire hurler dessus tout le temps, un peu plus, un peu moins. Et puis, je suis quelqu'un d'optimiste, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un burn-out, une dépression, mais je n'ai jamais été triste ni suicidaire. Depuis 10 ans, par contre, j'ai une fatigue. Parfois, le matin, je me lève, j'ai qu'une envie, c'est de ramper sur le parquet parce que je n'ai pas de force. Et c'est le médecin qui m'a dit l'année dernière, mais arrêtez de parler de que vous frôlez le burn-out. Là, ça fait 10 ans que vous êtes en train de sombrer. Et donc maintenant, je prends des médicaments, bien sûr, pour m'en sortir. Mais comme je n'ai jamais été triste, j'ai toujours été optimiste en fait. Donc c'est compliqué de détecter une dépression quand on va bien. C'était quoi les aspects de cette relation traditionnelle connecté à ton passé? C'était quoi les aspects qui te faisaient tenir et qui te nourrissaient? T'avais une forme... Tu vois ce que je veux dire? D'abord, il y a une culpabilité. Moi qui pensais m'être débarrassé de ça, je me rends compte que j'ai une vie matérielle relativement confortable, mais que je mérite parce que j'ai aussi... je ne suis pas dépendant financièrement de mon conjoint, mais j'ai toutes les apparences, comme je suis plus jeune, et que c'est pas moi qui fais une carrière en profession libérale... Dans les apparences, évidemment, en plus, j'ai le rôle un peu de la pute. Donc, lui fait carrière dans une profession libérale. Ça. Et moi, je travaille avec lui. Parfois, j'ai l'impression de travailler plus pour lui qu'avec lui. Mais bon, ça, c'est comme ça. Mais concrètement, mon rôle, c'est de tenir la maison. On a une magnifique maison, donc c'est une magnifique cage dorée qui permet de recevoir des amis. Donc c'est aussi parce que nous, on peut pas bouger parce qu'on s'occupe de ma belle-mère. Donc ça veut dire beaucoup de travail dans la maison, beaucoup de travail dans le parc, beaucoup de travail tout le temps. Et il faut toujours être reposé parce qu'évidemment, je ne travaille pas officiellement. Oui, dans son esprit à lui, il ne donne pas de valeur à tout ce que tu fais. Disons que parfois, il me dit qu'il se rend compte de tout ce que je fais, mais dans les faits, je me rends bien compte que dans sa rhétorique, c'est lui qui travaille 10 heures par jour. Et comme les mères de famille qui ont 4 gosses, et qui bien sûr ne font rien, elles passent leur temps à la manucure et à discuter entre copines pendant que les enfants sont à l'école. Tu dis pute parce qu'il y a un aspect sexuel dans cette relation? Oui. Oui, ça a été c'est un aspect qui est très compliqué, mais pour le coup, c'est pareil, je peux pas accabler mon mari. Moi, j'ai un rapport à la sexualité
comment dirais-je, ça c'est un truc sur lequel je peux pas lâcher. Mais comment dirais-je, je n'ai jamais eu de rapport non consenti, mais j'ai eu beaucoup de rapports sans désir. Donc c'est quand même un peu problématique pour éviter des crises en fait à la maison. Mais en même temps, je comprends qu'en couple, on puisse avoir des besoins et qu'on puisse attendre des choses de son conjoint. Mais moi, ça n'a jamais été dans le contrat. C'est ce que j'ai toujours dit à mon conjoint. Le sexe ne fait pas partie du contrat. C'est-à-dire que s'il y en a et que c'est consenti et désiré, c'est formidable. S'il n'y en a pas, ça doit être OK. Et mon conjoint, là où il y a mésentente, c'est qu'il a toujours pensé que ça changerait. De même, moi, je pensais qu'il arrêterait de crier. Sauf que moi, je n'ai jamais changé de ce point de vue-là, donc je peux rester 6 mois sans rapport sexuel. Surtout quand on vit à la campagne et qu'on est en couple fermé, comme c'était à l'époque. Voilà, c'était comme ça. C'est pas très épanouissant, mais c'était comme ça. Et donc, le sexe entre nous, c'est toujours pas réglé, d'ailleurs, cette question. Moi, le couple ouvert, pour moi, ça me va très très bien. Enfin, le couple libre, ça me va très bien. Pour lui, non, c'est pas son truc. On va parler de l'après. Oui. Est-ce que tu peux me décrire une crise ? Tu m'as dit je faisais du sexe sans désir pour éviter une crise. Tu peux me donner un exemple d'une crise ? Par exemple, ce que lui me reproche, donc je reprends ces termes, encore une fois, il dirait peut-être pas la même chose. Moi, j'aime bien les câlins, je suis assez tendre, assez chill. On regarde un film, on se caresse, on peut se caresser la cuisse, même se caresser la bite. Pour moi, la bite, c'est pas plus sexuel que le coude. Enfin, ça peut être un moment très, très tendre, sans forcément que ça aille jusqu'à un rapport sexuel où vraiment on est dans un moment où on s'emboîte, on se déboîte, on se remboîte. Et c'est vrai que pour moi, à un moment donné, si j'ai plus envie. Enfin, et ça peut déclencher c'est comme s'il perd des pieds. Et donc ça, j'entends la souffrance dans ces cas-là de l'autre qui se sent pas désiré, sauf que c'est pas du tout c'est contre personne, c'est juste pour moi. C'est si j'ai plus envie. Enfin, et comme j'ai un rapport aussi au corps. J'ai eu un corps, j'ai été violenté, donc en fait mes parents, le seul truc que j'ai pas eu, en fait, j'ai pas été violé dans ma vie, donc j'ai eu la chance de ce point de vue-là, mais j'ai été tabassé, et donc j'ai pas un rapport au corps comme n'importe qui aurait été choyé, câliné, aimé, protégé, respecté, admiré. Donc oui, parfois je me rétracte, mais je revendique le fait d'avoir le droit de me rétracter, et que c'est pas moi le problème en fait. Et comment il agit dans ces cas-là ? Ça peut être très très violent, enfin ça peut être un chantage au suicide, des hurlements, surtout avec une intensité folle. Et moi j'ai vécu dans une maison où ça hurlait tout le temps, et ma belle-mère a toujours cru que c'était moi qui hurlais parce que ça peut pas être son fils. Elle te dit ça. Et je n'ai jamais rien dit pour respecter l'intimité de notre couple. Et puis un jour, il y a l'année dernière, ou il y a un an, il a dérapé, il a refait une crise épouvantable et devant sa mère. Et pour la première fois, sa maman a assisté à un tsunami d'horreur. Et donc j'ai dit à ma belle-mère, j'ai dit, là, faut m'aider, on va peut-être appeler les pompiers. Parce que moi tout seul, j'ai pas le courage. Elle m'a dit, surtout pas, ça va se savoir. Bon. Tu voulais appeler les pompiers parce qu'il était violent physiquement ? Il aurait pu l'être contre lui-même en tout cas. Et donc à l'époque, j'ai pas appelé les pompiers, mais en fait la boîte de Pandore s'est ouverte parce que pour la première fois, pratiquement, il y avait un témoin. Il y a déjà eu des témoins de ce genre de crise. Il y en avait eu 2 déjà. Mais là, c'était sa maman et qui potentiellement pouvait devenir mon allié. Et je lui ai dit, là, si vous voulez jouer votre rôle de mère, c'est maintenant. C'est votre fils, il va pas bien. Arrêtez de le plaindre et de l'entretenir dans ses illusions. Son bonheur ne tient qu'à lui. C'est pas parce que j'ai des manquements dans ce que je pourrais lui apporter que c'est à lui de faire avec ce qu'il a, en fait. Et puis, en fait, j'ai des amis qui ont appelé les pompiers. Une fois quand ça a débordé à nouveau. Et ils étaient présents. C'est eux qui ont pris en charge. Ils m'ont pris. J'ai 2 amis qui m'ont pris en charge. Un sur l'aspect émotionnel, prise de décision. Enfin, un sur l'aspect prise de décision et matériel, et l'autre sur l'aspect émotionnel pour pas que je sois tout seul pendant les 15 jours qu'on suivit. Actif ou passif ? Est-ce que ces éléments-là rentrer en jeu dans ce script sexuel, cet accord sexuel entre guillemets entre Non, on est vers ça l'un et l'autre, donc ouais. Non. Enfin, je peux pas parler de ta sexualité à lui parce que il sait pas que je témoigne aujourd'hui, donc je ne m'autorise pas à parler de je parle que de mon intimité, même si la frontière est assez poreuse. Ouais. Moi, ce qui me gêne dans les rapports conjugaux, avec mon expérience de la vie conjugale qui est très longue,
mais qui ne vaut que pour moi, c'est que je ne veux pas. Moi, le sexe vanille, ça m'intéresse pas tant que ça, en fait. Mais je ne veux pas avoir un rapport, comment dirais-je, où il y aurait le moindre enjeu de soumission ou de domination. Ok. Parce que je ne veux pas qu'on répare au lit ce qui déconne dans la journée. Ça t'excite pas, la domination-soumission au lit? Pas avec la personne avec qui je partais. D'abord, mes fantasmes, mais on pourra en parler après. Pas avec mon. Pas avec. Là, on explore ta relation. Aujourd'hui, maritale, aujourd'hui, disons que Et ça faisait pas partie non. de ces schémas, de ces exigences, de ces envies, de ces besoins. Alors, tu sais quoi, on n'a jamais défini, on n'a jamais pris le temps de définir clairement la sexualité qu'on voulait, ce qu'on aimait ou quoi. Ça n'a jamais été fait. Parce que toi, t'arrivais pas à mettre des mots ou que t'as essayé et l'une ne le souhaitait pas? C'est compliqué de parler parfois. Non, on réussissait pas, on communique mal. Et en fait, moi, je ne veux pas au lit, je ne veux pas le dominer. Parce que le reste, parce qu'il pourrait aimer ça, éventuellement, enfin, c'est un exemple. Tu le sens qu'il pourrait aimer ça? Bah ouais, alors qu'en fait, le reste de la vie, je me sens complètement dominé, ou je veux pas être dominé en plus au lit après avoir été, après m'être senti dominé, parce que lui me sentait, je sais que on en parle on se fait aider maintenant, mais elle n'est pas du tout d'accord avec l'idée qu'il m'a dominé. Alors moi, je ne dis jamais qu'il m'a dominé, je me suis senti en domination, en soumission ou... C'est le moment où moi, je pense que j'ai un rôle à jouer en tant que podcasteur et que ça serait même mieux que je sois psychologue ou que j'ai un peu plus d'assises pour... mais bon, je vais exprimer mon point de vue, c'est mon opinion, mais ça m'est très très important. Et j'espère avoir ta confiance. Et si t'es pas d'accord, je suis très à l'aise que tu le dises et qu'on soit pas d'accord. Tu as dans ton récit là sous-entendu que le devoir conjugal existe, notamment en parlant de tes manquements. C'est-à-dire, tu as sous-entendu, je sais pas si j'ai bien compris, en tout cas j'ai bien entendu manquement, qui sous-entendrait que si on fait relation avec quelqu'un, bah quelque part, l'autre est en droit d'attendre des choses de nous sexuellement. Et ça, c'est un énorme non. Alors moi, justement, je suis d'accord avec toi, c'est pas ce que je pense. Mais c'est ce que tu as dit à ta belle-mère. C'est la règle qui prévaut à la maison, parce que mes règles ne prévalent pas forcément. Ouais. Ça a toujours été un conflit parce qu'on n'a jamais été d'accord sur ça. Alors moi, je considère d'abord, on peut pas tout attendre d'une personne. Non, il n'y a pas d'accord. Mais surtout quand effectivement, mon consentement n'a pas besoin de l'accord de l'autre. Ouais, puis surtout que moi j'étais très clair dès le départ de la relation. Le sexe ne fait pas partie du contrat. C'est pour une vie conjugale peut s'envisager sans sexe. Je comprends que ça puisse pas être le cas pour d'autres personnes. C'est pas le cas pour mon mari, mais mon mari, là où il y a un désaccord profond, c'est qu'il pensait que je changerais. Non, mais il a jamais accepté ça. Et moi, j'ai enduré pendant 18 ans qu'il accepte pas ça. Ouais. Et donc le consentement, je peux te le donner, 2 minutes plus tard te le reprendre. Et même si soit ça impacte l'histoire qu'on essaie d'écrire ensemble, et peut-être que ça peut créer des formes de frustration, de dire j'ai envie de ça, ah ben en fait j'ai changé d'avis. Ça peut en effet créer des émotions, il n'y a pas de problème, et chacun a le droit à ses émotions. Mais en aucun cas je dois m'empêcher sur mon consentement de le faire évoluer. Et puis quelque part le consentement c'est fluide aussi, tu vois, c'est vivant. Donc en fait je peux commencer oui, puis soudainement je sais pas trop pourquoi c'est non. Et c'est pas... Ça s'appelle une agression ou un viol. Ouais. Ok. Donc, quand dans ton discours, plusieurs fois t'as dit je ne peux pas accabler mon mari, et là tu viens de dire qu'en fait ne pas respecter le consentement de l'autre c'est une agression. Du coup Ah mais il m'a jamais agressé parce qu'en fait moi du coup je me suis toujours... Il t'a agressé. En fait non, parce qu'en fait agressé. J'ai dit non à chaque fois. Donc non, il t'a hurlé dessus à plusieurs reprises. Oui. C'est une agression. Et je pense que dans mon rôle de podcasteur, c'est que j'ai pas du tout... moi, c'est super important. Moi, je peux pas laisser passer ça. Ça me fait trop peur. Ça me fait trop mal. En fait, en théorie, je suis d'accord avec toi. Et en pratique, je l'ai vécu. Ouais. Je l'ai vécu. Et quand je suis parti de la maison, je suis revenu quelques semaines après. Et la situation a recommencé. En fait, j'avais déjeuné avec un ami, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps. Et on a passé l'après-midi ensemble, on a fait une après-midi normale avec un copain, un ami. Et le soir, je me suis pris une tornade
parce que j'aurais dû être à côté de mon mari toute l'après-midi, le samedi. Et donc, ça a fini à 1h du matin, j'ai voulu partir de la maison, et il m'a poursuivi, il s'est allongé sur la route pour pas que je parte. Donc j'ai appelé le 15. Et je peux plus il sait que je ne ferai plus jamais face à une crise sans appeler de l'aide, sans la appeler police. à l'aide. Le 15, le SAMU. Oui, mais si on nous écoute SAMU, pas en France, le 15, c'est la police. En fait, le 15 m'a redirigé vers la gendarmerie. Enfin, le 15 au vu de la situation et de ce que je décrivais, et puis j'étais en visio, au vu de la situation, ils ont dit on vous envoie à la gendarmerie. Ah non, pardon, le 15 c'est le SAMU. Le 15 c'est le SAMU, et c'est le 17 la police ou la gendarmerie pour nous en milieu rural. Et en fait, la gendarmerie est intervenue 20 minutes après. Ok. Mon mari était fou de rage parce que il m'a accusé d'avoir appelé les flics. J'ai dit non, j'ai appelé le 15, mais j'aurais pu appeler le 17. J'ai appelé le 15, donc factuellement. Et les gendarmes m'ont proposé en lien avec le 15 une hospitalisation sous contrainte. Donc ça a été très loin, hein. Et donc moi j'ai refusé parce que je ne crois pas aux soins sous contrainte et que j'ai la chance d'avoir maintenant un logement ailleurs. Donc j'ai demandé à être sécurisé le temps de prendre mes affaires. Et puis déjà le fait que les forces de l'ordre interviennent, ça remet un peu de sérénité quand même dans la relation, parce qu'il a eu peur. Il a eu peur pour son image, il a eu peur et je pense qu'il s'est rendu compte aussi. Et c'est si vrai que depuis, donc ça fait plus d'1 an cette histoire. Alors attends, on va raconter l'après, mais là moi je suis au moment de la crise. C'est quoi? Tu endures tout ça? Tu endures. C'est quoi le moment de trop ou une forme de déclic? Comment ça s'est passé pour que soudainement ces 2 amis viennent t'aider et toi tu... C'est très précis. J'étais sur une prod, je fais de l'opéra. Dans les chœurs, hein, je suis pas soliste, mais j'apprends à chanter. Et dans la prod, j'avais la chance d'avoir un très bon ami, une très bonne amie avec qui on est au même pupitre. Et puis un autre copain, c'était un pupitre avec que des trans et des non-binaires. Enfin, c'était génial. On était en famille et j'étais pas bien du tout. C'était la veille c'était sur la Générale peut-être. Enfin bref, on allait monter sur scène. J'étais plus capable de parler, de chanter. J'étais avec mon téléphone, ce qui est pas du tout un téléphone. Pour moi, ça s'éteint, ça se pose. Enfin, je suis pas accro. Et mon ami me dit, tu permets que je vois ton téléphone? En théorie, jamais j'aurais accepté ça. Et là, j'étais tellement vidé. Je lui ai donné mon téléphone. Il regarde le contenu des messages. Il me dit, ça dure depuis combien de temps? Et j'ai répondu, ça dure depuis 18 ans. Il m'a dit, écoute, la responsabilité, c'est pas la tienne, c'est pas la sienne, c'est la société. Alors c'est une amie qui est très politique, qui est très intelligente. Et il me dit, c'était à 5 km de chez moi. Il m'a dit, j'y vais. Je vais voir comment va ton conjoint. Et puis je prendrai la décision ou pas d'appeler le 15, mais ça me regarde. En tant que citoyenne, voilà. Et j'ai laissé faire. Et là, c'est la première fois que le 15 a été appelé. Et l'autre copain de la prod qui était avec moi, on a trouvé un hébergement en catastrophe. Il est venu s'héberger avec moi dans un truc pas très salubre. Mais bon, c'était mieux qu'un hébergement d'urgence ou un coffre de voiture. Et tout le reste de la prod, j'ai toujours eu quelqu'un qui dormait avec moi, qui a pris soin de moi en fait. Et donc ces 2 amis, en fait j'avais l'impression d'avoir 2 parents qui étaient divorcés et qui se refilaient le bébé morveux en disant bon bah voilà, là je vais changer sa couche, il faut donner un médicament. Et j'ai été pris en charge. Tout ça dans une prod où il y avait 60 personnes, toutes hyper gentilles. Prod, c'est quoi? Une production. Mais c'est quoi une production? Ah bah en fait c'est un groupe d'opéra, un groupe de 60 musiciens. C'est ton métier? Non, parce que pour moi c'est un loisir. La plupart des gens qui y sont, c'est leur métier, mais moi c'est un loisir parce que j'adore ça. Donc, tu as accès à tes finances? Oui. Ok. Donc tu peux te payer un hôtel quelque temps si besoin. Oui. Ok. Oui. Le déclic alors, c'est le vase est rempli à ras-bord et il y a la goutte c'est que quelqu'un m'a dit là, ton vase il déborde. Ça fait des années qu'il déborde. On te sort du vase. Ouais, mais le geste de donner le téléphone, il vient d'où? Pourquoi tu as arrêté de cacher? Je n'attendais que ça. Tout seul, je n'étais pas capable de m'en sortir. Et que quelqu'un en qui j'avais confiance, en qui j'ai toujours confiance d'ailleurs, ça se fait pas de demander à quelqu'un son téléphone. Enfin, c'est une personne qui était suffisamment... Il y a que elle qui pouvait me demander ça. Et je pense pas que j'aurais accepté avec quelqu'un parce que je suis c'est très impudique, par exemple un podcast, mais je suis quelqu'un de très pudique. Je vais toujours bien. Enfin, l'éducation fait que on s'étale pas, on se répand pas, on va pas faire chier le monde avec ses problèmes. Là, c'était ok.
C'était OK. Et j'ai accepté l'idée de ne plus être responsable de rien ni de personne, sauf de moi-même. Tu racontais ta vie à tes amis? Non. Pas à ce niveau d'intimité. Ils n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait Non. dans ton foyer? Non. Ils sont tombés de haut. Tout le monde est tombé de haut. Toute la famille est tombée de haut. Mais je pense que ça n'a pas surpris grand monde, en fait. Il y avait, en fait, dans les... j'allais dire dans les milieux privilégiés, mais en fait partout, la question de la honte sociale, c'est-à-dire, tu sais, tu vis dans un foyer, dans un système où en fait il y a les apparences, et le fait de briser ces apparences parce que tu es en souffrance, il y a un enjeu aussi de honte. Et d'ailleurs, ta belle-mère et ton mari te remettent à ça souvent, tu l'as cité. Toi, oui. Ta belle-mère, ouais. Toi, tu ressentais, ton mari t'en a voulu d'appeler le SAMU parce que ça va se savoir. Mais il m'en a voulu de tout, d'être végétarien, de tout. De tout. Ok. Et il y a vraiment une question qui me brûle les lèvres, mais elle va arriver. Parce qu'ils sont fous là, quoi. Pourquoi on est encore apparemment vous êtes en thérapie, pourquoi? Mais tu y répondras après. Pourquoi est-ce que tu te bats tout de même pour ça? C'est quoi la place de la honte? Tu vois, là, j'ai essayé de réfléchir sur comment on sort de ça. Toi, tu viens de l'expliquer, et je me demandais dans quelle mesure la honte t'empêchait aussi de dire, de témoigner, d'oser. Parce que ça, de témoigner, ça oblige à prendre des décisions. Si on peut pas se plaindre pendant 20 ans et ne jamais rien décider, de se prendre en main. Donc pas de honte. Donc si, mais en fait, il y a d'abord, se plaindre avec un morceau de sucre dans la bouche quand on est privilégié socialement, c'est difficile. Enfin, moi, je trouve ça difficile, alors qu'il y a des gens qui souffrent. C'est complètement con ce que je dis, mais c'est pas parce que les gens souffrent plus à Gaza qu'on n'a pas le droit de souffrir et de prendre des décisions pour se sortir d'un guêpier. Mais il y avait un peu de ce raisonnement-là quand même. Et puis il y a aussi une extrême fatigue, et prendre des initiatives quand on est épuisé, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on trouve un certain confort. Et puis moi, je suis habitué à ce qu'on me hurle dessus depuis 43 ans, donc j'endure finalement assez bien, même si ça me tue petit à petit. Si ça te tue petit à petit, pourquoi t'as pas divorcé? Ça aurait dû arriver en fait, parce que j'étais parti pour pas revenir. Et là, je sais pas à quel moment on peut parler du après, parce on travaille aujourd'hui sur demain, et pourquoi? Et ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'aime, et que je sais qu'il m'aime aussi sincèrement, et que en fait, ce qui nous a sauvés, c'est quand même cette intimité, parce que malgré tout, il y a quand même une intimité qui est là. Il y a eu des belles choses. Enfin, on a eu aussi je parle de ce qui est difficile, mais il y a aussi, comment dirais-je, d'abord il y a un attachement, un ancrage. Alors c'est pas forcément positif, mais il y a quand même voilà. Mais il y a aussi ce degré de connaissance de l'autre, ou connaissance qu'il y a de pire en l'autre, et aussi ce qu'il y a de meilleur. Si on arrive à travailler sur ce qu'il y a de plus problématique, de mon côté comme du sien, en fait, on peut arriver à quelque chose de très beau. Et j'ai plutôt, mais pas sur les mêmes bases qu'avant. C'est-à-dire que les règles du jeu sont plus les mêmes. Je sais pas si je suis clair. Ouais, oui. Je trouve ça très très dur à entendre. Ouais. Je trouve ça vraiment compliqué. Pardon. C'est compliqué. Je trouve ça compliqué à entendre. Dans le sens vraiment, je trouve ça compliqué pour moi à digérer, à connecter avec ce que tu dis. Mais c'est simplement parce que mon chemin de vie est peut-être différent. Mais du coup, je suis un peu bouche bée en me disant ok, parce que j'ai pas du tout envie de sous-entendre que moi je sais mieux. Moi, je peux te répondre Guillaume, mais Guillaume là, du coup, voilà, si je suis plus podcasteur et je suis juste Guillaume et que je suis ton pote. Mais... Ouais, mes amis sont comme ça aussi. Ok, je suis pas tout seul. Non. Ok. Non. Ok. Mais après, je dirais que ça regarde mon intime, et il y a quand même des choses que j'ai envie d'explorer avant de prendre une décision radicale. Parce que ça mérite, en fait. Comme quoi? Comme par exemple, ça fait plus d'1 an que mon mari ne crie plus. À une gestion de la colère qui est
il a fait un travail profond, vraiment, vraiment. Et donc on n'a plus la même relation aujourd'hui. On avance, on a du mal avec la résolution des conflits. Mais du coup, quand il y a un conflit qu'on n'arrive pas à résoudre, ben on n'y va pas. Et puis on attend de la séance pour se faire aider. Et puis on travaille sur ce truc-là. Séance de thérapie, tu veux dire? Conjugale, okay. Ouais. Et puis, on n'arrive pas au conflit, c'est-à-dire donc lui ne crie plus ou il crie un peu moins. Il ne crie plus. Il crie moins fort? Il ne crie plus. Du tout. Du tout. Du jour au lendemain. Je ne l'ai plus jamais vu en colère. D'accord. Une fois. En 1 an. Il fait quoi de sa colère du coup aujourd'hui? Il fait un travail personnel. Alors ça, je peux pas. Son travail le regarde, donc, mais il fait un travail personnel. Et puis moi aussi, en fait, je fais un travail parce qu'il n'y a pas. Disons que la façon dont moi aussi je peux réagir probablement influe sur sa personnalité. En tout cas, lui fait un travail personnel. Ah oui, et dans 2 secondes, ça va être de ta faute qu'il hurle, j'imagine. Ah non. D'accord. Non. Mais disons que j'ai mis aussi en place des outils dans ma vie. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un appartement. Ouais. Et donc, ça rend Moi, j'ai toujours pensé qu'une relation de couple, pour qu'elle fonctionne pendant très longtemps, il faut qu'elle soit précaire. Et que tous les jours, on se dise oui. Et pas qu'on incruste des trucs avec une dépendance bancaire, financière, professionnelle. Et donc, je suis en train de mettre en place des choses qui me rendent indépendant. Financièrement, en termes de logement, en termes aussi de mode de vie, de caractère. Je pars beaucoup plus le week-end. Enfin, et puis c'est ok en fait pour moi. Moi, ça me rend heureux. Et tu es sorti de ce rôle d'aidant 24 heures sur 24 de c'est ta terminé. belle-mère. Ok. C'est terminé. Ok. Je le suis un peu plus qu'à mi-temps parce que on a redéfini les responsabilités de chacun et les limites de chacun. Et quand je ne peux pas, je ne peux pas. Ok. Moi, je ne culpabilise plus jamais. Ouais. Et en fait, à la maison, ça se passe bien. Parce que d'abord, je ne suis plus 7 jours sur 7. Que j'ai une vie sociale maintenant, en fait, j'ai des amis. Ouais. Je travaille à avoir quelques amis, à sortir. Il se passe pas un week-end sans que je prenne le train pour me casser ailleurs et téléphone coupé. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je n'y suis pour personne, sauf pour moi. Oui. Et j'ai une vie sexuelle qui s'épanouit. Et donc quand j'entre à la maison, je rayonne plus aussi. Mm-hmm. Donc c'est là où je veux dire que ça peut influer sur lui. Non pas que je suis responsable, je refuse de porter la moindre responsabilité sur les termes de qui que ce soit d'ailleurs. En revanche, quand on rayonne, on peut faire fondre un peu les autres, surtout s'ils vous aiment. Comment il prend aujourd'hui soin de votre amour, ton mari? Comment tu te sens aimé aujourd'hui? Il est infiniment respectueux de mes choix. Et là, c'est là que je vois que vraiment, il m'aime parce qu'il est prêt à accepter aujourd'hui il accepte des choses qu'il aurait même pas pu imaginer possible dans sa construction. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse avoir un logement conjugal, mais que moi je puisse avoir en plus un appartement, si j'ai besoin de me reposer, de relationner ou de socialiser avec d'autres personnes, ou de pas être parfois avec lui, parce que j'ai envie d'être seul. Moi j'apprécie de pas être seul parce que j'ai aussi des moments où je peux être seul. J'ai besoin d'être en centre-ville, j'ai besoin d'avoir, j'ai des activités, enfin. Et ça, non seulement il accepte, mais en plus je ressens il fait pas semblant quand il me montre que ça le rend heureux. Qu'est-ce que tes amis proches disent de tout ça? Quand tu me disais mes amis comprennent pas, qu'est-ce qu'ils te disent? En fait, l'année qui vient de passer, tout le monde pensait que je partirais parce que ça méritait que je parte. Après, c'est ma décision. Enfin, dès lors que je suis en capacité de prendre une décision, évidemment. Et moi, ma décision, ça a été d'abord, mon conjoint m'a proposé un travail de thérapie conjugale et je me sentais pas légitime à refuser. Après autant d'années de vie conjugale, j'ai dit ok, c'est une démarche que tu fais vers moi. La main est tendue, j'y vais. On a eu un premier thérapeute qui était très problématique parce que lui validait qu'on pouvait traiter sa femme de connasse et que c'était pas forcément très violent. Donc je dis ok. Ça va pas le faire très longtemps. Et donc là, on a trouvé un fonctionnement. On est dans un service hospitalier avec. Il y a toujours 2 professionnels. Enfin, c'est beaucoup plus cadré le travail. Et c'est intéressant, même si c'est difficile. C'est très difficile parce qu'il faut sortir des choses. Enfin, faut tout dire. Hein. Mais bon, on est sur un chemin. Et tes amis disent quoi? En fait, il y a peu de personnes avec qui je rentre dans l'intimité de ce que je vis. Tu me disais, mes amis comprennent pas, et tu disais, bon, au début, tout le monde pensait que j'allais le quitter. Ouais.
Et aujourd'hui, ils disent quoi? Alors aujourd'hui, ils sont respectueux de ma décision. Puis en fait, mes Qu'est-ce amis... qu'ils comprennent pas? Alors, ils ne comprenaient pas. Ok. Voilà. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les quelques personnes avec qui s'autorisent à être intimes avec moi, ce qui ressort des messages que j'ai des petites cartes postales, parce que les gens sont gentils. Enfin, je reçois des lettres, je rayonne. Et en fait, c'est quelque chose qui n'était pas le cas. Et aujourd'hui, mes amis me le disent. Donc ça, pour moi, c'est un très bon indicateur. Si des gens qui m'aiment me disent, écoute, on te sent bien, tu rayonnes, je me dis, je suis sur un bon chemin. Mm-hmm. Donc globalement, ce que je mets en place aujourd'hui, je sais pas où je serai dans 5 ans, peut-être qu'on refera un podcast et puis peut-être que je serai en Australie ou je sais pas où. Mais aujourd'hui, je T'es sais aligné. Voilà, c'est ça. En fait, Inspiré. je ne sais pas où je vais. Je vis au jour le jour. Je crois pas aux grandes révolutions, aux grands soirs, petits matins. Je construis un jour après l'autre avec un objectif. D'abord, c'est de réparer cette relation et d'y mettre tous les moyens. Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais si on y arrive, on aura passé un sacré truc. En fait. Fin de notre premier épisode. Dans la suite, on va parler de ta nouvelle sexualité, de tout ce qui s'est ouvert, de l'après, je te propose. Et notamment, il y a 2 choses que je me suis noté, je vais teaser. J'ai pas envie d'oublier. La première, c'est cet orgasme incroyable au sauna. Ah, c'était pas au sauna, l'orgasme incroyable. C'était où? En cabine? Moi, j'ai noté en cabine, mais je me dis, mais c'est quoi? Bon, tu diras. J'en ai eu en cabine, mais mon premier, c'était pas en cabine, mais j'en ai eu en cabine. Mais c'est ça, je pense. Tu m'as parlé d'un. Bon, passons. Mais j'ai eu un putain d'orgasme. C'est ça. Et le deuxième, c'est cette fameuse soirée d'hier soir. Cette soirée fétiche. Alors y es-tu allé, oui ou non? Juste oui ou non? Ménage de suspense. Alors ménage, rendez-vous à l'épisode suivant. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit à 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateurices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.